Révolution française, prise de la Bastille. Happy Bastille Day. La prise de la Bastille survenue le mardi 14 juillet 1789 à Paris est l'un des événements inauguraux et emblématiques de la Révolution française. Cette journée, durant laquelle la Bastille est prise d'assaut par des émeutiers, est dans la tradition historiographique considérée comme la première intervention d'ampleur du peuple parisien au cours de la Révolution et dans la vie politique française. Le siège et la reddition de la forteresse royale s'inscrivent dans une période de vie gouvernementale, de crise économique et de tensions politiques. À la faveur de la réunion des États généraux et de leur proclamation par le tiers-État en assemblée constituante. L'agitation du peuple parisien est à son comble à la suite du renvoi de Jacques Necker annoncé le 12 juillet par le journaliste Camille Desmoulins et du fait de la présence des troupes mercenaires aux abords de la ville. Si son importance est relative sur le plan militaire, l'événement et son précédent par ses répercussions, par ses implications politiques et son retentissement symbolique. La reddition de la Bastille fit l'effet d'un séisme en France, comme en Europe et jusqu'en Russie impériale. La forteresse était défendue par une centaine d'hommes suisses et allemands qui firent près de 100 morts parmi les assiégeants. Il y en eut 6 parmi les assiégés, dont le gouverneur de Launay. D'emblée, l'événement est considéré comme un tournant radical dans le cours des événements par les Parisiens et le pouvoir royal. Il marque l'effondrement de l'administration royale et provoque une révolution municipale. La capitale puis le pays se mobilisent derrière les constituants. De plus, il est immédiatement mis en scène et célébré par ses partisans. Il revêt par la suite une charge symbolique extrêmement forte dans la culture politique républicaine. La fête de la Fédération fut organisée à la même date l'année suivante pour coïncider avec le premier anniversaire de l'événement. La date du 14 juillet fut ensuite choisie en 1880 pour célébrer la fête nationale française. La prise de la Bastille s'inscrit dans le mouvement de mobilisation populaire et politique qui agite les vies du royaume de France pendant l'été 1789. L'événement accompagne la révolution politique initiée par les députés des États généraux réunis à Versailles qui, depuis le 20 juin, date du serment du jeu de paume, cherchent à s'imposer au roi comme Assemblée nationale constituante. Le peuple de Paris était inquiet depuis plusieurs jours, craignant que les troupes mercenaires étrangères massées autour de la capitale depuis juin ne finissent par être utilisées contre les États généraux ou pour servir un hypothétique massacre de la population des patriotes. Les échos et la publicité des débats de l'Assemblée ont autant compté dans la mobilisation populaire que la colère et des peurs cumulées dans les différentes strates de la population parisienne. Peur d'un complot aristocratique, peur de la disette alimentée par les fantasmes d'un pacte de famine. Au 14 juillet, le prix du pain atteint son maximum depuis le règne de Louis XIV. La question fondamentaire est au cœur de l'insurrection. Le portrait des émeutiers confirme ses préoccupations de subsistance. Gens de métiers, artisans, commis de boutique, les cortèges sont composés de salariés du faubourg, du père de famille pour les 2 tiers alphabétisés. Le site de Bastille, où le baron de Besenval a fait entreposer la poudre de l'arsenal, est connu pour sa faiblesse stratégique. Son gouverneur a été désavoué par ses supérieurs et Besenval lui-même affirme avoir cherché à lui donner un remplaçant au début du mois de juillet. La situation exige des moyens humains et militaires supplémentaires. Broglie demande à son lieutenant de renforcer les effectifs de 30 soldats suisses et envoie des canonniers pour examiner si les pièces sont en état et les servir si cela devenait nécessaire, ce qui serait bien malheureux. Mais heureusement dénué de toute vraisemblance, la Bastille de 1789 est défendue par une garnison de seulement 32 soldats suisses détachés du régiment de Salis Samad et 82 vétérans invalides de guerre. Soulèvement de Paris du 11 au 17 juillet. Pendant près de 10 jours, du 9 au 17 juillet, des incidents éclatent aux barrières postes d'octroi de Paris, jusqu'à voir une quarantaine de bureaux incendiés sur 54 que compte le mur des fermiers généraux. L'objectif de ces émeutes est clair, supprimer les droits d'entrée dans Paris. Bien que décorrélée de la prise de la Bastille, la prise des barrières mêlant aussi bien le peuple parisien que les brigands témoigne déjà d'un contexte insurrectionnel. Le matin du dimanche 12 juillet 1789, les Parisiens sont informés du renvoi de Necker. La nouvelle se répand dans Paris. À midi, au Palais Royal, un avocat et journaliste alors peu connu, Camille Desmoulins, monte sur une chaise de café de foie et harangue la foule des promeneurs
et l'appelle à prendre les armes contre le gouvernement du roi. Dans les rues de Paris et dans le jardin du Palais Royal, de nombreuses manifestations ont lieu. Les bustes de Jacques Necker et de Philippe d'Orléans sont portés en tête des cortèges. Le régiment de cavalerie, le royal allemand, charge la foule amassée aux Tuileries. On compte plusieurs blessés, dont des femmes et enfants, et 3 tués parmi les émeutiers. En début de soirée, Pierre-Victor de Boisenval de Brustaf, à la tête des troupes installées à Paris, donne l'ordre au régiment suisse cantonné au Champ de Mars de intervenir. La foule des émeutiers exige la baisse du prix des grains et du pain. Une rumeur circule dans Paris au couvent Saint-Lazare et à la Bastille seraient entreposés les grains. Le couvent est payé à 6 heures. 2 heures plus tard, une réunion des électeurs de la capitale se tient à l'hôtel de ville, ceux qui, au deuxième degré, ont élu les députés des États généraux. À leur tête se trouve le prévôt des marchands de Paris, Jacques de Flesset. Au milieu d'une foule, il décide de former un comité permanent, appelé municipalité instructionnelle. Il se substitue à la vieille municipalité royale et prennent la décision de créer une milice bourgeoise de 48 000 hommes, afin de maîtriser les débordements populaires et soutenir et défendre l'action de l'Assemblée nationale. Chaque homme portera comme marque une cocarde aux couleurs de Paris, rouge et bleu. Pour armer cette milice, les émeutiers mettent à sac le garde-meuble où sont entreposées des armes de collection ancienne. Sous ordre de Jacques de Flessel, on lance la fabrication de 50 000 piques. À 17 heures, une délégation des électeurs parisiens se rend aux Invalides pour réclamer les armes de guerre qui y sont entreposées. Le gouverneur refuse, la cour ne réagit pas. Les électeurs ne vont pas obtenir les armes. Le 14 juillet, 10 heures, les émeutiers s'emparent des fusils entreposés aux Invalides. Devant le refus de son gouverneur, une foule composite, près de 80 000 personnes, dont 1 millier de combattants, se présente pour s'emparer de force, pour défendre l'hôtel des Invalides. Il existe des canons servis par des Invalides, mais ceux-ci ne paraissent pas disposés à ouvrir le feu sur les Parisiens. À quelques centaines de mètres de là, plusieurs régiments de cavalerie, d'infanterie et d'artillerie campent sur l'esplanade du Champ de Mars. Sous le commandement de Pierre-Victor de Boisenval, celui-ci réunit les chefs des corps pour savoir si leurs soldats marcheraient sur les émeutiers. Informé de leur refus, Boisenval décide d'abandonner sa position et de mettre ses troupes en route vers Saint-Cloud et Sèvres. La foule escalade les fossés, défonce les grilles, descend dans les caves et s'empare des 30 000 à 40 000 fusils à coudre noire, qui y sont stockés, ainsi que 20 pièces de bouches à feu et d'un mortier. Les Parisiens sont désormais armés. Il ne leur manque que la poudre à canon et des balles. Le bruit court qu'il y en a au château de la Bastille. Boisenval avait en effet donné l'ordre de stocker la poudre dans la forteresse. Siège de la Bastille. Une délégation à 10h30 de l'Assemblée des électeurs de Paris se rend à Bastille. Les membres du comité permanent n'envisagent pas de prendre le bâtiment par la force, mais souhaitent ouvrir la voie des négociations. Pressés par la foule des émeutiers, notamment ceux du faubourg populaire de Saint-Antoine où l'affaire Réveillon a été un épisode marquant de l'après-révolution, les électeurs envoient une délégation au gouverneur de la Bastille, Bernard-René Jourdan de Launay. Ce dernier a pris soin de la mettre en défense en calfeutrant des fenêtres, surélevant des murs d'enceinte et en plaçant des canons sur les tours et derrière le pont-levis. La délégation a pour mission de demander le retrait des canons et la distribution de la poudre et des balles aux Parisiens qui forment la milice bourgeoise. En effet, au-dessus du portail monumental de la Bastille construit en 1643 se trouve un arsenal magasin d'armes et de poudre. Par mesure de sécurité de Launay, les fait déplacer la nuit précédente vers une cour intérieure. Cette délégation est reçue avec amabilité. Elle est elle-même invitée à déjeuner, mais repart sans avoir eu gain de cause. Cependant, la foule s'impatiente et certains imaginent que la délégation est retenue prisonnière, ce qui beaucoup aggrave les tensions. À 11h30, une deuxième délégation menée à l'initiative de Jacques-Alexis Thuriot, accompagné de Louis Étis de Corny, procureur de la ville, se rend au fort de la Bastille. Thuriot, qui souhaite éviter un affrontement,
presse les invalides pour passer la seconde enceinte, inspecte les lieux et demande des garanties. Le gouverneur s'engage à ne pas prendre l'initiative des tirs. La foule des émeutiers armés des fusils pris aux invalides se rassemble devant la Bastille. Elle amène avec elle 5 des canons pris la veille aux invalides et aux gardes-meubles, dont deux canons damasquinés d'argent offerts un siècle auparavant par le roi de Siam à Louis XIV. Ils sont servis par des militaires ralliés à la foule et tirent sur les portes de la forteresse. Une explosion prise à tort par les émeutiers, comme une canonnade ordonnée par le gouverneur, déclenche les premiers assauts. Des émeutiers pénètrent dans l'enceinte par le toit du corps de garde et attaquent à coups de hache les chaînes du pont-levis. À 13h30, les 82 invalides défenseurs de la Bastille et 32 soldats suisses détachés du régiment de Salis Samad ouvrent le feu sur les émeutiers qui continuent leur assaut contre la forteresse, faisant une centaine de tués. Durant 3h30, la Bastille est alors soumise à un siège régulier. À 14h, une troisième délégation se rend à la Bastille, dans laquelle se trouve l'abbé Claude Fauché, suivi à 15h d'une quatrième avec de nouveau Louis et VI de Corny, accompagné de Louis Lézin de Milly, son secrétaire du comte Picot de Sainte-Honorine, de Poupart de Beaubourg, Boucheron, Fleury, Joannon et VI. Cette dernière délégation, voulue dans les formes par le comité permanent de l'hôtel de ville, affublé d'un tambour et d'un drapeau pour afficher son caractère officiel, se présente devant le marquis de Launay, mais n'obtient toujours rien. Pire, les parlementaires reçoivent une décharge de mousqueterie qui touche la foule. Les soldats de la garnison de la Bastille et les assiégeants échangent des tirs. Dans la confusion même, cette dernière délégation est prise à partie par la foule des assiégeants. Les négociations sont dès lors closes, et c'est par la force que l'on compte prendre la forteresse. À 15h30, un détachement de 61 hommes des gardes françaises, composé en grande partie des grenadiers de Ruffieux et des fusiliers de la compagnie de Lubersac, est commandé par le sergent-major Varnier et le sergent Antoine Labarthe, accompagné de Pierre-Augustin Hulin, ancien sergent aux gardes suisses, et Jacob Job-Élie, sergent dans le régiment de la Reine, se présente au milieu d'une vive fusillade devant la Bastille. Ces soldats expérimentés arrivent dans la cour de l'Orme. Traînant à bras 5 pièces de canon et un mortier sont mis en batterie et dirigés sur les embrasures du fort, dont ils éloignent les canonniers et les tirailleurs. Les 2 autres pièces sont braquées sur la porte qui faisait communiquer la cour intérieure avec le jardin de l'arsenal. Et cette porte cède bientôt sous leurs coups. Aussitôt, la foule se précipite pour pénétrer dans la Bastille, mais les gardes françaises, conservant tout leur sang-froid au milieu du tumulte, forment une barrière au-delà du pont et par cet acte de prudence sauvent la vie à des milliers de personnes qui se seraient précipitées dans le fossé. Reddition de la Bastille. Delaunay, isolé avec sa garnison, constatant que malgré l'ampleur de leurs pertes, les assaillants ne renoncent pas, négocie l'ouverture des ports sur promesse des assiégeants qu'aucune exécution n'aura lieu après la reddition. Les émeutiers, parmi lesquels on dénombre une centaine de tués et 73 blessés, envahissent la forteresse, s'emparent de la poudre et des balles, puis libèrent les 7 captifs qui s'y étaient emprisonnés. Lors de la reddition, les soldats de la garnison avaient hissé le drapeau blanc et mis les fusils crosse en l'air. La garnison de la Bastille prisonnière est conduite à l'hôtel de ville pour être jugée. En chemin, Delaunay est roué de coups, massacré à coups de sabre, décapité au couteau par l'aide-cuisinier Denot, et sa tête mise au bout d'une pique. Les têtes de Launay, de Chac, de Flessel, prévôt des marchands de Paris, sont promenées au bout d'une pique dans les rues de la capitale jusqu'au palais royal. Plusieurs des invalides trouvent aussi la mort dans le trajet. De Flessel est assassiné sous l'accusation de traîtrise. Outre les prisonniers, la forteresse héberge les archives du lieutenant de police de Paris qui sont soumises à un pillage systématique. Ce n'est qu'au bout de 2 jours que les mesures sont prises par les autorités afin de conserver ces traces de l'histoire. Même Beaumarchais, dont la maison est située juste en face, n'avait pas hésité à puiser dans les papiers. Dénoncés, il doit d'ailleurs les restituer.
à 18h, ignorant la chute de la Bastille, Louis XVI ordonne aux troupes d'évacuer Paris. Cet ordre est apporté à l'hôtel de ville à 2h du matin. Vive la France, vive la démocratie!